Alors moi, je vais commencer par le petit rituel des remerciements. D'abord, je voudrais vous remercier d'être là, remercier Point Culture et notamment Philippe qui s'est occupé de la projection, Donatien Delecourt et Élodie Michaud. Et puis, tous les gens qui ont travaillé sur ce film. Ils sont nombreux. Voilà, nombreux. Et voilà, ils ont donné beaucoup de temps et beaucoup, beaucoup d'amitié aussi dans ce projet. Donc, il y a Olivier Thijs, Thomas Van de Castel, Yvan de Canard, Sabrina Calmels, Milena Trivier. Tu vas en oublier. Voilà, je risque d'en oublier, en fait. Je pense à ceux qui sont là, en fait. Voilà. Voilà, mais merci beaucoup. Et merci à l'Institut de la Porte Ouverte, évidemment. Mais merci à toi, surtout, de nous accompagner, souvent d'ailleurs en camp de vacances, il faut le préciser. Ce sont des films qui ont été réalisés souvent lors de séjours extérieurs à l'institution, qui ne décrivent pas forcément le fonctionnement quotidien d'une institution. Ce sont des des séjours de vacances. J'ai oublié de remercier David Vranken, qui est là. Je t'avais dit que t'en oublierais. Hein, et donc, vous aurez compris et que... Charles de Ville. Écoute, je dis une phrase, t'incites. Dans mon sac. On va vite le chercher. Non, c'est bon, c'est bon. Donc, le fait est, c'est que vous remarquerez que ce sont deux projets d'intégration d'un dispositif audiovisuel à la pratique clinique avec des adolescents un peu particuliers, vous l'aurez remarqué. Il y en a un qui se déroule au Maroc, l'autre qui se déroule au Luxembourg ou à Blicky. Et ce sont des jeunes gens qui, pour la plupart, ont entre 13 et 20 ans et sont... Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ils sont assez sympathiques, mais ils ont des gros problèmes dans l'existence. Il y en a qu'on dit autistes, ça c'est plus le deuxième film. Il y en a qu'on dit psychotiques, ça c'est plus le film dans le désert. Ce qui est central et qui est commun aux deux films, c'est d'une part d'intégrer le dispositif audiovisuel à la pratique clinique et d'autre part, non seulement d'historiser un peu les vacances, de pouvoir montrer tous les soirs ce qu'on a filmé, de le partager avec les jeunes, donc d'abord d'avoir des moments cliniques au quotidien et puis des mois, voire dans ce cas-ci des années plus tard, de proposer au public des représentations entre guillemets de la folie qui sortent un petit peu, en tout cas, des choses angoissantes, puisqu'au fond, chez ces jeunes gens, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'humanité et des tentatives de communication à leur manière. Généralement, vous remarquez que les autistes sont un peu seuls dans leur monde, et vous aurez remarqué aussi que ce soit dans le désert au Maroc ou dans les forêts du Luxembourg, le délire s'exporte aux quatre coins de la terre. C'est-à-dire qu'on peut aller chanter Scheim dans le désert, à Blicky, au Luxembourg, ça reste chanter Scheim avec son micro imaginaire, avec son faux micro. Et nous, on essaye de s'insérer dans tout ce qu'ils ont déjà élaboré comme stratégie pour traiter l'angoisse, traiter le réel, traiter le lien social. Et on essaye vraiment de se faire partenaire de leur travail, finalement. Notre travail, c'est d'être au travail, autour de leur travail, sans mettre à mal tout ce qu'ils auront déjà élaboré eux-mêmes. Et c'est déjà beaucoup pour arriver un petit peu à continuer de grandir et à se situer dans l'existence, quoi. Voilà. Donc c'est un pari peut-être risqué au point de départ, puisque le regard, et ça c'est transclinique, que ce soit dans les psychoses ou les autismes, n'est pas une chose facile pour ces jeunes gens-là. Et malgré tout, si c'est bien amené, si c'est fait avec beaucoup de prudence et beaucoup de douceur, eh ben on voit que ça peut donner des résultats tout à fait créatifs. Voilà en guise d'introduction. Je ne sais pas si tu veux, Clémence. Peut-être qu'on peut donner la parole à... Bruno ? Oui, volontiers. Merci. Comme spectateur, je félicite la réalisatrice. Sans être du tout un spécialiste, je dois dire que je suis extrêmement sensible à la beauté des images. Je trouve que vous avez un art d'attraper ces jeunes, et les images en arrière-fond sont très belles, qu'elles soient... Vous jouez beaucoup sur le vertical. Cette image de ce jeune homme seul avec son micro dans cet immense désert complètement plat, c'est absolument magnifique. Vous jouez aussi dans le deuxième film sur les obliques, c'est-à-dire que toute la promenade en forêt, c'est de nouveau, c'est aussi tout à fait splendide. Et ensuite, il y a une chose
qui m'a beaucoup surpris. C'est que souvent, quand je parle de l'autisme, c'est très difficile de parler de l'autisme. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a aucune explication définitive sur ce qu'est l'autisme. Mais je prends souvent l'image de tout début de votre film au Maroc, donc le film sur le désert. C'est-à-dire, ce sont des sujets qui se promènent, enfin qui peuvent être dans un espace et où les contours sont flous, où il y a quelque chose qui est peu bordé. Et donc j'ai souvent pris cette image de la montagne où on est dans un brouillard complet et où on doit avancer sans les repères, sans les semblants habituels, Et je trouve que de ce point de vue-là, votre film, il y avait un petit commentaire où j'ai vu Au pays de la psychose. J'ai vu cela. Eh bien, je trouve que c'est vraiment une très très belle métaphore de la situation dans laquelle sont ces jeunes, autant ceux du premier film que ceux du second. C'est vraiment quelque chose qui manque du côté des repères. Et là, l'idée, je ne sais pas qui a eu l'idée d'aller au désert, mais je trouve que c'est une vraie trouvaille. Voilà, donc ça c'est un point. J'en dis un deuxième, parce que j'ai trouvé que, bien sûr, qu'on ne comprend pas très bien pourquoi un jeune dit ceci ou cela, mais c'est plein d'humour, votre film. C'est-à-dire... ce côté où vous voyez ces montagnes, c'est le Haut Atlas, hein, je pense, que l'on voit, et où ce jeune commence, et les premiers mots, je pense, il dit c'est plat, c'est comme les boules de Berlin. Je trouve ça magnifique, voilà. On peut aussi donner peut-être tout de suite, Bruno, si vous êtes d'accord, Clémence, la parole à la salle. Si des gens veulent intervenir, poser quelconque question, vraiment, on est tout à fait preneur de votre retour, bien entendu. Je ne sais pas si quelqu'un veut dire quelque chose. Sinon, on va meubler gaillardement, vous inquiétez pas, hein, c'est tout à fait dans nos cordes. Alors oui, on ne s'est pas présenté, première chose, mais je vais un peu présenter tout le monde. Vous avez le directeur général de La Porte Ouverte qui est Serge Fourmeau. C'est dans le désir et dans l'esprit de cet homme-là qu'est née l'idée folle d'aller marcher dans le désert marocain et d'y intégrer cette fantastique cinéaste qu'est Clémence Hébert, ici à ma droite. Vous avez Bruno Dehalleux, qui est psychanalyste et, je pense, directeur thérapeutique à l'antenne 110 à Genneval. Pour ceux à qui ça dira quelque chose, vous êtes aussi AE en exercice. À ma gauche, vous avez Coralie Quevrin, qui est la responsable du lieu de vie Les Glycines, où elle travaille maintenant depuis plus de 10 ans. Tout juste, c'est ça. Moi-même, j'ai travaillé dans cette maison dédiée aux autismes pendant 14 années. Je suis Fred Bourlet et depuis 16 ans, je travaille à La Porte Ouverte. Je suis maintenant responsable thérapeutique de 3 groupes de vie plus le centre de jour. Centre de jour dont le responsable est Axel Henrard, qui est juste là. Et vous avez aussi Vanessa Gomez. Et qui, voilà, donc l'équipe du désert, c'est Axel, Vanessa, moi et Serge. C'était les 4 qui ont accompagné ce groupe de 12, je pense, 13 adolescents. Je vous rassure, on avait quelques chameaux, on avait de l'eau, oui, j'ai fait acheter pas mal de bidons, effectivement. Et le plus chouette dans l'histoire, c'est que Clémence, alors que tu avais déjà beaucoup travaillé aux Glycines, tu as accepté le pari de venir avec nous dans le désert, marcher, je ne sais plus combien de kilomètres, on a fait 150, je pense. Et tu as filmé avec un preneur de son durant toute l'aventure. Voilà. Mais donc, pour moi, il y a une différence aussi entre les deux films. C'est-à-dire qu'au désert, ça a été tourné en 4 jours. C'était 4 jours de tournage. Et l'autre film, ça s'est fait en, je sais pas moi, 7-8 camps de plusieurs jours. 2 semaines, oui. Voilà, donc il y a aussi une différence de matière, je vais dire. C'était pas simple de faire un film en 4 jours. Enfin, d'avoir de la matière. Ça a pris beaucoup plus que 4 jours par la suite. Hein. On peut peut-être expliquer aussi, même si c'est c'est devenu un classique depuis qu'on présente le projet La Porte Ouverte qui est dédié aux autismes, que la manière dont tu as filmé et introduit la caméra très précautionneusement est tout à fait utile à la construction de l'image de soi. Puisque, au fond, tu avais un usage de la caméra un peu particulier. Oui, alors dans La Porte Ouverte, le deuxième film, l'écran était... j'avais dirigé donc l'écran LCD vers les jeunes. Donc au moment où ils étaient filmés, il y avait un écran LCD sur la caméra
qui leur permettait de se voir étant filmés. Voilà. Donc c'était... j'entends mon bébé juste à côté, donc c'est difficile de se concentrer. Le principal, c'est ça. Mais donc voilà, c'était très important que le soir, on regardait les rushs avec l'équipe. Donc ça, c'était très important justement pour pouvoir aussi attirer mon regard sur des détails, des choses que, voilà, quand on est extérieur à ce genre d'environnement, c'est vraiment pas évident. Enfin voilà, c'est pas évident de voir quelque chose de manière précise. C'est microclinique souvent. Et puis, et donc il y avait aussi cette question, mais il faut leur rendre leur image. Ça, c'était très important. Et puis, alors, il y a une troisième chose qui, pour moi, a été assez incroyable, c'est-à-dire que finalement, je me suis plus fait accepter par les jeunes grâce à la caméra, parce qu'il y avait un objet entre mon regard et leur regard. Enfin, il y avait quelque chose qui faisait un peu intermédiaire. Enfin, on n'était pas dans un rapport frontal, même si voilà, même si c'est avec une caméra. Donc on parle souvent, voilà, du rapport frontal avec la caméra. Mais donc ça a aidé beaucoup aussi dans mon intégration et de pouvoir m'approcher. Enfin, ils m'ont laissé... par exemple, il y a des jeunes, sans caméra, je ne pouvais pas du tout rester dans la même pièce que... Enfin, c'est-à-dire qu'ils partaient. Voilà. Surtout dire qu'il y a des jeunes qui n'ont pas été friands de l'expérience. Il y en a d'autres qui ont été tout à fait preneurs. Kevin, le petit garçon à qui il manque la moitié de l'oreille, est sans doute un de ceux qui a le plus apprécié de faire du cinéma avec toi. Peut-être préciser aussi que ces deux films sont des courts-métrages. Il y en a un qui fait 26 minutes, l'autre 21, je pense. 21 et 24. 21 et 24, voilà. Et tu reviens pour un troisième projet à la porte ouverte depuis la rentrée ici de septembre, qui, Louis, devrait plus prendre la forme d'un long-métrage. Oui, alors voilà, pour moi, ces deux films étaient préparatoires d'un travail plus long, et je vais commencer à tourner la semaine prochaine, normalement. Et voilà, donc c'était très important aussi de pouvoir tester un partenariat avec l'Institut d'abord, évidemment, et puis avec les jeunes, voir quels effets ça avait dans l'Institut, en fait, ma présence et la présence d'une caméra, et surtout le fait d'avoir un film après. Et par exemple, Kevin, donc, le gamin qui a l'oreille coupée, lui, pendant plusieurs mois, il regardait le DVD en tapant dans les mains. Alors qu'en fait, au départ, on ne savait même pas si il avait conscience de sa propre image. Donc ça, c'était un moment fort aussi dans l'équipe, parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il avait complètement conscience de son image. Donc c'était un moment aussi fort. Voilà. En tout cas, tu l'y as aidé, et le fait de pouvoir se revoir chaque soir... En fait, il savait déjà, mais il n'avait pas dû nous prouver l'inverse, quoi. Enfin... J'en ai un. Ah, bah c'est bien. Chacun le sien. Oui, moi, ça... le film dans 2 heures, donc c'est la première fois là, que je vois cette version finie. Et celui au Glycine, pourtant avec des jeunes avec qui je travaille tous les jours, ça me fait encore des échos. Alors que c'est la 4e ou 5e fois que je le vois, mais ça continue à résonner. Déjà au niveau cinématographique, merci pour cette poésie, Clémence. Parce que c'est, même si travaillant en institution avec des jeunes, là je vais plus parler au niveau des autistes, parce que moi je travaille vraiment, même si parfois je travaille de temps en temps avec d'autres sections, mais je suis plus au niveau des autistes. C'est dur, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours, mais quelle poésie tu nous transmets. Et moi, parfois encore, ici, depuis peu, parfois, je travaille avec cette caméra quelque part. Dans le sens où je travaille avec eux, et puis à un moment donné, j'ai un recul, et je me dis, mais on est sur une scène.
il y a quelque chose qui joue autre, enfin, où le recul que je peux parfois prendre fait que je le vis pas dans le tout de suite maintenant de ce qui joue là, qui est compliqué parfois, et où voilà, ça peut jouer autrement, et peut-être grâce à ça aussi, par cette poésie qui fait que ça met une distance par rapport au vécu de tous les jours, quoi. Par rapport au réel. Par rapport au réel. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, c'était par rapport au film Dans le désert, et où là, c'était la première fois que je voyais cette version finie, et où, par rapport à ces jeunes, dits plus psychotiques, et je me suis dit, mais est-ce qu'ils ne sont pas libérés de quelque chose dans ce paysage, alors qu'on pourrait se dire, mais embarquer des gamins dans un désert, dans un truc sans limite, enfin, dans un truc qui ne s'arrête pas, il n'y a pas de bord, il n'y a rien. Il y a juste à marcher et à suivre le chemin. Mais quand on voit ces images, j'ai l'impression de les voir eux, débarrassés d'une pression, la pression de l'autre, la pression... cette pression de la vie, cette pression de l'institution, cette pression de... quelle qu'elle soit de l'institution, qu'elle soit du parent, qu'elle soit de l'intervenant, qu'elle soit de libérer... Enfin, voilà, moi j'ai vu ce film du désert comme des jeunes eux-mêmes libérés, et donc ce qui favorisait, je pense, mais là c'est plus à vous que je m'adresse, c'est quelque part... Est-ce que c'est pas ça aussi l'enjeu, de pouvoir favoriser cette rencontre, étant donné qu'ils sont libérés de cette pression de l'autre, quoi. Ça, c'était un peu, voilà, le vécu que j'ai eu, le ressenti que j'ai eu en le regardant. Et donc là, je m'adresse à vous en tant que... Tu ne crois pas si bien dire. Il y a des jeunes gens qui, à 3000 km sur la place de Marrakech, Jemaa el-Fna, se sont beaucoup plus inscrits dans l'Institut La Porte Ouverte, qui est quand même en Belgique, dans le Hainaut, pas loin de Tournai. Mais c'est là où le partenariat s'est effectivement noué. Donc oui, c'est bien vu, tout à fait. Bruno ? J'ai une question. Le titre « Drôle de pays », qui peut en dire quelque chose ? Alors, Drôle de pays, ça vient d'un jeune, donc, mais c'est pas pour ça qu'on l'a choisi seulement. Justement, le Drôle de pays, moi, ça renvoyait à cette idée du pays de la psychose, du désert. Enfin voilà. Après, je n'ai aucune notion, voilà, mais je trouvais ça justement intéressant justement qu'on ne sache pas qu'on est au Maroc, qu'on soit juste dans des paysages désertiques et qu'il y ait juste ces gamins qu'on dirait non accompagnés et qui se baladent tout seuls avec leur imaginaire à chacun, quoi. Mais je pense qu'ils ne savaient pas qu'ils étaient au Maroc, enfin, ni nulle part. Je sais pas, moi je crois qu'il y avait... il y avait un truc comme ça où... moi, je ne marche pas. Je ne suis pas sportive. C'est déjà compliqué pour moi de m'imaginer comme ça pendant 7 jours, vivre un truc sans téléphone, bref. Et on part là-bas et on vit un voyage en camionnette déjà qui est assez perturbant, dans la mesure où les gamins nous demandent « Mais c'est où le désert ?» alors que c'est partout. Il n'y a rien. Mais c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre ? C'est ça. Et moi, je trouvais que c'était une position assez judicieuse, finalement. C'est-à-dire que marcher avec eux, pour moi, en tout cas, ça m'a renvoyé quelque chose d'assez précis. C'était... on est à côté d'eux. On n'est pas dans un rapport comme ça imaginaire où on va se confronter à un non, à quelque chose d'insupportable pour eux. C'est-à-dire que toi comme moi, on va devoir marcher, quoi. Et on va devoir y arriver d'une manière ou d'une autre. Et
Et c'était ça, les boules de Berlin, dont le gamin parle au début du chapitre. C'était ça, c'était comment rivaliser avec ce qui est insupportable. Il a dû inventer, il voyait des galets comme ça partout dans le désert, et il y voyait des boules de Berlin, c'est-à-dire des confiseries en boulangerie, parce que pour lui, il avait envie de bouffer, quoi, ce gamin. Il avait faim, il marchait, et il voyait ça, quoi. Il voyait des boules de Berlin, et on chantait tout le long de la journée, boules de Berlin, et... Enfin voilà, notre vie c'était ça pendant 7 jours, ça a été avec eux de construire une manière d'y faire avec ce qui n'existe pas ou ce qui est trop présent, je ne sais pas encore. Voilà, on a essayé. Et alors il y avait une autre question par rapport à cette notion de poésie, mais que... Comment dire, mais que moi j'associe à des questions d'écriture. Et donc poésie dans le sens écriture et pas dans le sens... oui, voilà. Et en fait, pour moi, c'était très important dans le deuxième film, qui était le premier film en fait réalisé, c'était comment donner la parole. Enfin, c'était vraiment ça qui me guidait, c'était comment donner la parole à des jeunes qui n'ont pas accès à la parole. Et donc c'était vraiment ça pour moi l'enjeu de ce film-là. Et ça m'a quand même suivi pour l'autre film. Mais c'est-à-dire qu'ils ont accès à la parole, mais en même temps, qu'est-ce qu'ils disent avec cette parole, ça, c'est aussi quelque chose d'assez compliqué. Oui, je vais peut-être me répéter, puisque vendredi dernier, nous étions à Paris avec une association de parents d'enfants autistes qui s'appelle La Main à l'Oreille. Mireille Battu et Mariana Alba de Luna nous ont fait la gentillesse de nous inviter à projeter le film dans le 9e arrondissement, en présence d'Éric Laurent, qui est quelqu'un vraiment tout à fait remarquable dans son abord clinique de l'autisme. Et dans son dernier bouquin, Éric Laurent a cette petite phrase que je vais finir finalement par radoter. C'est comment œuvrer pour que les autistes ne soient pas oubliés derrière l'énigme qu'ils incarnent. Et je pense que ton travail, Clémence, notre travail à plusieurs, c'est aussi d'œuvrer pour proposer de ne pas oublier les autistes. Et les gamins de la porte ouverte en général, quoi. Oui, effectivement. J'ai ramené peut-être à des choses, sinon plus pragmatiques, un peu plus simples. Donc oui, la porte ouverte, c'est 70 adolescents, mais ce n'est pas que des autistes. Faut le dire. Oui. Hein, voilà, ce n'est pas que des autistes, des gamins, des jeunes autistes et psychotiques. Il y a également 2 autres groupes avec des adolescents qu'on nomme de temps en temps présentant des troubles du comportement, à tout le moins plus sur le champ névrotique. Quelques mots également sur le désert. En fait, ça n'avait jamais été vraiment publié, mais c'est la 4e fois que nous sommes partis dans le désert en 2013. Les 3 précédentes fois, c'était avec des adolescents, donc dits plus caractériels, je vais dire. Et il est vrai que j'avais envie d'associer 2 choses tout à fait pas très associables, à savoir la psychose d'une part et le désert d'autre part. Alors on a parlé de la question du bord, effectivement. Bon, moi je dis oui, mais l'immensité, ça fait bord justement. Et finalement, c'est ça qui s'est passé. Alors après, après il faut relier tout ça à la pratique. J'ai sollicité quelques collègues qui m'ont pris pour un fou, évidemment. Enfin, au préalable, j'avais posé quand même la question à mon conseil d'administration, mais bon, donc il fallait que je trouve des gens qui, pas forcément qui aiment marcher, parce que Vanessa, elle marche pas du tout, c'est vrai, je vous jure, elle marche pas. Elle sait pas marcher. Elle l'a fait quand même. Mais elle l'a fait quand même. Et donc, on s'est retrouvés à Zaventem, comme ça, sans trop comprendre ce qui se passait, en fait. Et puis on l'a fait, et vous avez vu le film. Voilà, donc ça c'est clin d'œil par rapport au Maroc. Encore 2 mots par rapport à la porte ouverte. C'est vrai que je vous parlais des pathologies différentes, et c'est vrai que je dis toujours qu'il y a une forme d'alchimie qui se passe à l'Institut. C'est même en fonction des grosses différences de jeunes, eh bien, il y a des choses qui se passent entre les plus démunis et ceux qui ont un peu plus de chance. Enfin,
je sais pas si on peut pas qualifier ça de chance, mais Et et tout le monde se croise et voilà, c'est cette alchimie, tout le monde se dit bonjour et ça fonctionne comme ça. Donc c'est également, en quelques mots, donc c'est une institution qui vient d'avoir 60 ans, qui accueille des jeunes adolescents belges et français avec des conventions INAMI et assurance maladie française. Voilà. Beaucoup de gens expérimentés. Vous devinez bien que pour travailler à l'Institut, il faut quand même avoir des qualifications bien spécifiques. C'est beaucoup de formation. Permanente. Et j'insiste beaucoup là-dessus. Coralie l'a dit, il y a des joies, mais il y a aussi des souffrances. Et je peux vous dire que quand elle parle des glycines, en fait, c'est le lieu de vie qui s'appelle les glycines. Et je peux vous dire que moi, j'y vais de temps en temps et je n'ai jamais facile à y entrer. Simplement le silence. Et vous avez vu ce tuyau d'incendie rouge, tout griffé. Moi, je vois ça, j'ai déjà assez difficile. Donc, c'est vrai que le quotidien n'est pas toujours des plus aisés. Voilà. Donc, c'était un petit clin d'œil par rapport à la porte ouverte. Je sais pas, Monsieur Dehalu. Mais je rebondis sur votre affaire de tuyau à tout griffé, parce que c'est intéressant ce que vous dites. Le sujet autiste est quand même celui qui a un peu de mal avec le trou symbolique que chacun de nous emportons avec nous. C'est parce que dans notre vie, nous n'avons pas tout, c'est parce que dans notre vie, nous n'avons pas accès à l'objet est foncièrement perdu, qu'on ne cesse de courir du matin au soir à faire un grand nombre de choses. Alors, si le trou n'est pas chez soi, eh bien, on le fait chez l'autre. Et donc, il y a quelque chose où il ne cesse, je trouve, de... Et d'ailleurs, on voit... C'est très beau, cette image, ce mur complètement troué. Bon, pas pour vous, bien sûr, parce que vous êtes le directeur. Oui, et je peux vous dire que les ouvriers d'entretien, ça ne les fait pas rire du tout. Voilà, je crois. Mais c'était très beau. Voilà, mais j'ai une question. Alors, j'ai encore d'autres questions. Parce que je trouve que dans les deux films, vous nous avez plongé vraiment dans un monde, dans un drôle de pays. On se sent vraiment très proche de ces sujets autistes et psychotiques. Et la question que j'ai, c'est, il me semble que dans le film, il y a une forme de traitement qui s'opère. Je m'explique. Par exemple, dans le premier film, qui est le deuxième, celui dans le désert, il y a des chansons. Et ces jeunes qui chantent, mine de rien... alors évidemment, je ne connais pas suffisamment les chansons, peut-être qu'ils répètent simplement des mots d'ailleurs, mais enfin, c'est quand même joli de dire tout ce qu'ils disent. Je veux que ma vie change. Ce sont ces mots, ou bien c'est les mots d'une chanson? Ceux-là, ce sont les siens. Ah ben voilà, j'ai envie de changer mon comportement est nul. Enfin, il dit des tas de choses comme ça. Je veux changer mon caractère. Voilà. Donc, et pour le deuxième film, eh bien aussi, j'apprends quelque chose que je trouve vraiment intéressant. C'est vrai que, classiquement, la théorie dit que le sujet autiste n'a pas nécessairement l'image de lui-même. Eh bien, je trouve très intéressant la façon dont la caméra... Vous savez que pendant longtemps, on s'est interdit de filmer. Parce qu'on avait l'idée que filmer pouvait incarner un regard persécuteur sur l'enfant. Or, ici, vous démontrez tout à fait autre chose. Vous démontrez plutôt que la caméra vient comme médiation entre le regard et la vision. C'est comme s'il y avait quelque chose qui lui permet justement de constituer une image qu'il n'avait peut-être pas, et on voit le plaisir de cet enfant. Et donc, je trouve que toute l'atmosphère de paix, parce que ces deux films montrent quelque chose de très pacifié. Et je me demandais si le film, voilà, j'avais le sentiment que ça a traité certains jeunes, le fait même de filmer. Ça, je peux pas répondre à cette question. Mais en tout cas, il y a une vérité. Enfin, comment dire, c'était des moments de rencontre et même parce que là, ça fait 3 ans, je pense, que je viens à la porte ouverte. Et même si j'ai pas vu des jeunes pendant 1 an et demi et tout ça, ils me reconnaissent. Tu comptes beaucoup pour eux. Ils me sautent presque au cou. Oui, tout à fait. Et même pour les jeunes autistes.
faire des nœuds. C'est très bien de faire des nœuds. Faites des nœuds. Ah, pardon. Non, mais ça, c'est très bien. Non, mais je pense qu'il faut préciser quand même tout le travail aussi d'approche de Clémence. Voilà, elle n'est pas débarquée le premier jour avec sa caméra. Et tout, enfin, filmer comme ça, c'est à la fois, je dirais, compliqué et simple. Parce que les jeunes sont surprenants, parfois d'adaptation. Donc certains vont directement intégrer le dispositif comme ça. D'autres, ça va prendre vraiment longtemps. Et voilà, c'est vrai que pour le moment, Clémence est dans une phase de repérage au centre de jour pour le long métrage. Et on a décidé comme ça d'instaurer d'abord une période où la caméra serait absente dans un premier temps. Où Clémence doit vraiment commencer à faire partie des murs. Voilà, je pense que c'est très important. Maintenant, les jeunes ne s'étonnent plus de la présence de Clémence. Ça, c'est un point fondamental avant de pouvoir sortir cet appareil quand même. Voilà, il y a vraiment toujours un après-coup, je trouve, par rapport au désert aussi. Tu disais tout à l'heure, Fred, qu'ils s'étaient inscrits à la porte ouverte dans le désert, mais ici, ils sont inscrits en étant rentrés en Belgique, je trouve. Après, il y a eu un effet rétroactif, ouais. Donc c'est à la fois très simple, parfois évident, et très... ça demande quand même un travail d'approche et d'apprivoisement. Tout à fait. Et sur le troisième, voilà, la troisième, le troisième venu ici à l'Institut, il y a quelque chose qui est à recommencer. À chaque fois, c'est à recommencer, je pense. Voilà. Non, c'est très juste ce que tu dis sur le côté simple et en même temps très complexe. Et d'ailleurs, les films ont l'air très simples, mais ils ont été très, très, très complexes à faire, à monter. Parce que justement, c'est très compliqué de faire un récit sans parole. Enfin, c'est très compliqué. Quand comprendra-t-on enfin que ce que je préfère est un discours sans parole? Ouais, parce que même dans le film Dans le désert, c'est pas la parole qui construit le film. Même si c'est un moment fort quand la parole surgit, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui surgit de ce qu'il est en train, de ce qui est en train de le motiver personnellement. Et le travail sur la chanson. Le travail sur la chanson dont on parlait avant, enfin, en ce qui concerne le jeune qui chante comme ça plein de fois dans le désert, on y a travaillé longtemps. Enfin, je veux dire, on a mis des jalons, même dans le désert, on a réussi comme ça à mettre des barrières. Que le ce concert soit, le dernier soir. Voilà, donc c'est un gamin qui chante tout le temps, donc qui a priori est en scène, il se prend pour Rihanna, Shaim, j'avais oublié Shaim. Celui avec son faux micro, parce qu'il y a deux chanteurs. Oui. Mais il y a un vrai chanteur dans la bande, et d'emblée, en fait, on s'est dit, si on veut le tenir, enfin, en tout cas, si on veut que ça tienne dans le désert, il faut que la chanson, enfin en tout cas que ça ne prenne pas toute la place. Sinon, il se transformait en chanteur du matin au soir et on ne le rencontrait pas. Enfin, il y avait cette impossibilité comme ça de rencontrer ce gamin. Et il était sur scène quasiment tous les soirs. Il trouvait toujours un endroit, quoi qu'il en soit, une mini-scène au milieu du désert, il y arrivait. Et donc, il avait trouvé un costume de scène qu'on mettait le soir, de temps en temps, pour une petite représentation. Et puis, on avait créé un concert le dernier soir avec un gardien de sécurité. Enfin bref, on avait créé un vrai concert avec les bédouins, enfin tout un truc assez fou parce que je pense qu'ils ont pas, enfin c'était dingue quoi. Oui, ils ont joué le jeu, ils ont pas tout saisi je pense, mais enfin parce qu'on avait un gamin qui jouait vraiment le gamin de sécurité quoi, habillé de la bonne manière et ça a permis à ce gamin en tout cas de rencontrer cette séquence de la vie de manière plus assurée, moi je pense, plus sécurisée. Et donc voilà. Enfin, je pense il n'a plus besoin de ces stéréotypies musicales pour traiter l'angoisse dont il était l'objet finalement. Il n'a pas chanté toute la semaine. Voilà, il a pu faire autre chose. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui.
Est-ce qu'il y a un micro-baladeur? Oui, très bien, ça va arriver alors. On vous écoute. Oui, donc j'avais une question justement sur ce que vous avez, ce dont vous venez de parler, ce que vous avez dit au tout début, par rapport au fait de préserver justement ce que vous appeliez des techniques qu'ils avaient trouvées eux-mêmes pour calmer l'angoisse. Est-ce que vous pourriez en dire plus sur ce sujet-là, de ce que vous faites avec ça et comment vous le transformez, etc. Voilà, ça m'intéresse. Ouais, ben, vous savez, il y a des autistes qui ont impérativement besoin d'un petit bâton qu'ils agitent en permanence, que ce soit devant les yeux ou bon. Il y en a d'autres pour lesquels c'est un faux micro. On sort peut-être un peu du registre de l'autisme pour aller vers une forme de schizophrénie, même si les étiquettes valent ce qu'elles valent et que ça ne dit pas tout de la singularité de chaque cas. Le principal est de leur permettre d'abord de conserver ce qu'ils ont déjà élaboré comme défense, que ce soit le petit bâton ou le micro, pour prendre deux exemples, et puis de s'insérer comme partenaire. J'aimais bien l'idée de Vanessa, marcher côte à côte, finalement, pour qu'au fond, ça ne se périme peut-être pas tout à fait s'ils ne s'y autorisent pas ou s'ils ne sont pas à ce temps-là, s'ils ont encore besoin du petit bâton, du micro. Eh bien, écoutez, c'est déjà une construction qui est importante pour eux. Mais chemin faisant, c'est le cas de le dire, dans ce drôle de pays, et on ne sait pas quel pays est le plus drôle. Enfin, moi j'aime bien rigoler, mais c'est pas le monde dans lequel on vit est parfois un peu bizarre aussi, la pseudo-normalité qu'on nous donne clé sur porte. Enfin bon, on comprend qu'ils sont dans autre chose, et que pour les accompagner au mieux, ce serait violent et malvenu de les déposséder de ce qu'ils ont déjà élaboré comme suppléance, comme bricolage, comme objet, comme usage stéréotypé de certains objets. Notre but n'est pas de faire disparaître ces bizarreries, bien au contraire. C'est d'essayer de les rencontrer peut-être aussi en fonction de ce qu'ils ont déjà construit eux, surtout pour traiter l'angoisse. Et oui, et de partager, effectivement, Coralie. Mais moi, je trouvais ça moins encombrant de travailler dans le désert, en fait. Ah oui, il y a moins d'emmerde. Hein, mais non, mais c'est vrai, on est moins encombré. Il n'y a pas l'institution, il n'y a pas le cadre en tant que tel, on n'est pas soumis à 3 millions de règles. Et puis quand il y a une bonne grosse tempête de sable, on est vraiment obligé de se serrer les coudes. Mais en fait, on est tous logés à la même enseigne. Et il y a un moment comme ça où on n'a pas d'autre choix que d'avancer avec ce petit gamin qui est à côté de nous. Et on doit rivaliser comme ça d'inventivité pour trouver ce qui va faire qu'on continue, quoi. Et c'est ça qui est assez fabuleux dans le désert. Enfin, alors que moi, dans je notre déteste, travail en général. Mais je trouve quand même que ça donne une enfin, je sais pas, le désert, c'est quand même... Moi, ça me faisait peur. Alors, c'était la deuxième fois que tu y allais, moi oui, la première. Ouais. Oui, mais enfin, je sais pas. Il y a quelque chose qui pourrait faire peur à la base, alors qu'en fait, ça offre un cadre de travail assez fabuleux. Oui. Et mais moi, le seul truc, c'est s'il se passait un accident en plein milieu d'une journée de marche, on n'a rien eu, pas une égratignure. Oh, on a déjà eu avant. Oui, mais enfin, moi, cette session-là, je ne sais pas s'il y a eu des accidents par le passé, parce que c'est la 4e version du truc. Mais j'étais vraiment... Oui, mais en 2011, on a perdu un gamin. Mais c'est honnête de le dire. Oui. Et bon, il y en a un qui s'est fait piquer par un scorpion aussi. Ah oui, j'avais oublié ça. Oui, mais alors... Il y a une prise de risque. Voilà, il y a la prise de risque, elle est là, mais vous savez, si, particulièrement dans nos institutions, si on commence à réfléchir à tout, on ne fait plus rien. Et puis c'est très encadré. Hein. Oui, quand même. Mais... Oui, il y avait un organisme avec nous, on n'est pas parti tout seul à l'aventure. Il y a quand même certains filtres, je vais dire, mais c'est vrai que si on réfléchit de manière très cadrée, stéréotypée, on ne fait plus rien. Donc, et c'est bien ça le malheur de l'heure actuelle. Non. Il faut laisser la part belle au désir. Mais oui. Oui, Romain ? Moi j'avais une question, une réflexion par rapport T'as pas le... Il faut prendre le micro, Romain. Romain qui a aussi travaillé quelques années à la porte ouverte, d'ailleurs. Donc, moi j'avais une question par rapport au choix des images et au montage du deuxième film. Vous dites que vous arrivez donc là avec un œil vierge, un œil neuf par rapport à la clinique en institution. Or, j'ai l'impression que dans le film, c'est un répertoire, une série d'exemples cliniques précieux sur justement la manière dont les autistes traitent
le trou, le réel, le bord, etc. Et donc, enfin, que ça soit le battement, enfin, vous donnez beaucoup d'exemples sur le battement, l'utilisation du ressort, les trous effectivement dans les murs, sur la lance incendie. Et puis la dernière image, moi, qui m'a beaucoup frappé, c'est ce jeune qui enserre le radiateur, qui essaie de se loger comme ça en dessous du radiateur, qui tente de s'appareiller au radiateur. Et voilà, je voulais juste dire que je trouvais ça, bon, c'était sûrement très très intéressant pour eux dans la clinique du quotidien de dispositif, mais je trouve que c'est aussi un film très enseignant en tant que travailleur sur la clinique de l'autisme, que ça donne à voir beaucoup de traits récurrents, en tout cas qu'on peut observer de façon récurrente quand on travaille en institution. Bah, merci beaucoup, parce que pour moi c'était important justement que ce film, La Porte Ouverte, puisse être regardé par des professionnels quand même, en disant c'est pas n'importe quoi, et en même temps que ça s'adresse quand même à un public totalement néophyte. Pour moi c'était très important. Alors évidemment j'ai pas la même lecture que vous, donc par rapport au radiateur je vois aussi autre chose, mais c'est sûr que tout le début et toute l'introduction, il y a beaucoup de textes qui m'ont guidée, mais aussi évidemment toutes les réflexions dont l'équipe me faisait part, hein, et puis il me parlait simplement aussi. Donc tout ça m'a guidée, et tout le début, jusqu'à l'arrivée des intervenants, pour moi c'est une introduction, on l'appelait comme ça, une introduction à l'autisme, à la particularité de chaque gamin. Donc de l'objet et tout ça. Mais dans le film du désert, c'était important aussi cette notion de... Ils ont tous une baguette, un bâton de... séquence en séquence. Enfin bon, ils lâchaient jamais leur bâton, c'est vrai. On a besoin de ces outils. Hein, je veux dire. Le micro ? Bonsoir, je voulais juste savoir qu'est-ce qui vous a fait avoir envie d'aller dans une institution d'autistes. Alors j'ai fait un premier film très intime sur des problèmes familiaux de plusieurs ordres, mais avec des problèmes psychiques très violents. Et en fait, j'ai voulu quitter l'intime, parce que c'était trop dur ça avait été trop dur de faire ce film. Et en même temps, je voulais approfondir et continuer ce travail. Donc j'ai commencé un certificat en anthropologie en santé mentale avec Pascal Jamoul, et donc j'ai fait ça pendant 1 an, et ça m'a permis en fait de prendre une casquette d'anthropologue et de commencer à faire des stages dans plusieurs instituts, mais c'était en psychiatrie adulte, donc plutôt du côté schizophrénie paranoïde. Et du coup, ça m'a enseigné aussi beaucoup de choses au niveau clinique. Quand même, ça a été une grosse introduction. Et par rapport à tout un questionnement sur mon positionnement, enfin, ce que moi, je venais y chercher aussi personnellement. Donc c'était tout un travail... c'est très confrontant, hein, de débarquer dans cet univers-là. C'est vraiment un très très gros travail que j'ai dû faire sur moi pour que justement... maintenant, c'est plus du tout confrontant, quoi. Enfin, voilà. Il faut calculer sa position dans l'intervention clinique. Je le dis pas comme ça, mais voilà. Mais la question du positionnement et en documentaire est essentielle, hein. Donc ça se rejoint complètement. Parce que c'est quel est notre rapport au réel, en fait. Et en psychiatrie, en psychiatrie, parapsychiatrie, elle se pose tout le temps, quoi. Marie ? Donc faire le tour avec votre film dans les institutions où il y a pas mal d'autistes, ça pourrait peut-être les aider. Tu peux nous inviter. Oui, voilà, indirectement, c'est ce que je veux dire. Disons qu'on va essayer un peu de mettre en série pas mal de projets. On va continuer à faire tourner et à médiatiser, effectivement, si tu es toujours d'accord. Je pense que oui, Clémence. À la suite de la projection de Paris vendredi dernier, on risque d'aller à Bordeaux projeter ce film aussi. C'est pas encore confirmé, mais on a bon espoir.
Et puis, effectivement, je pense que si, comme le disait bien Romain, il y a des concepts fondamentaux de la pratique clinique avec les autismes, en tout cas, comme le bord, comme l'objet, comme le battement, comme le rapport à l'autre, le rapport au regard, le rapport à la voix, enfin, la liste est longue, je ne dis pas que tout y est, mais enfin... donc, et oui, effectivement, excellente idée. Pourquoi pas, invitez-nous, on viendra si on a le temps, mais oui. Oui, c'est vrai que ça donne de l'espoir de voir ce jeune qui prend une décision un peu comme je disais tantôt. Nous, à la fin des vacances, au début de l'année, on dit je prends telle décision, je vais arrêter, je sais pas moi, de fumer, on prend de bonnes résolutions. J'imagine que c'est pas évident, mais réellement, il prend la démarche. Hein. Oui, et en plus, ce film date maintenant d'il y a bientôt, ça va faire 2 ans, hein, tout doucement. Le tournage, oui. Oui. Le gamin, vraiment, là, on a un petit peu la monographie d'un corps qui ne tient pas, d'une ceinture qui ne serre pas, d'un sac à dos qui ne tient pas non plus, d'une gourde qui tombe par terre, un corps complètement désarticulé, des objets qui finalement n'arrivent pas à s'amarrer, à être pris. Eh bien, 2 ans plus tard, ce jeune homme moi je l'ai encore croisé ce midi, j'ai mangé avec lui, il a quand même tout à fait grandi, quoi. Non, c'est très frappant, lui, vraiment. Il y a un énorme travail qui a marché, quoi. Oui, de lui-même. Oui. C'était pas velléitaire de sa part. Non, et cette chanson qui chante sur son comportement, ses problèmes, il est loin de sa famille, il est triste, il est placé en institution, mais il veut transformer l'essai, il veut en faire quelque chose, il veut grandir. Et je pense que c'est pas... Vanessa me disait qu'encore ce week-end-ci, ça n'a pas été si simple que ça avec ce jeune homme. C'était hier. Bon. Donc tout n'est pas rose, tout n'est pas facile. Un des reproches qu'on nous a parfois fait concernant, en tout cas, le film sur les autismes, c'est que le public était assez divisé. Il y en a qui nous disent « Mais enfin, vous avez fait un truc beaucoup trop trash, c'est vraiment dur, votre film, ça nous chavire le cœur, voilà. » Et il y a d'autres gens qui nous ont dit « Mais enfin, vous avez complètement édulcoré le truc, il n'y a pas assez de crise dans votre film. » Il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas. Nous, on a quand même choisi d'opter, finalement, effectivement, pour la poésie et pour un peu de voile là-dessus. Non, mais c'est... parce qu'en effet, et ça, il ne faut pas oublier pour les néophytes qui mettent jamais les pieds justement dans ce genre d'univers, il y a un côté très confrontant qui, je pense, peut revenir à certaines personnes. Et voilà, moi, c'est compréhensible aussi, quoi. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, c'est genre, il ne faut pas montrer ça, quoi. Ça ne se montre pas. Mais il y a ça, et puis je pense que, comme tu l'as dit tantôt, le parti que tu as pris, c'était aussi, moi qui ai vu les différentes versions de ce film, où il y en avait qui étaient effectivement beaucoup plus confrontantes, où on entendait beaucoup plus de crises, de cris, ou... Comme tu l'as dit maintenant, ce que tu as voulu viser, c'est quand même quelque chose de la parole de l'autiste qui ne parle pas. Voilà. Donc, je pense, et c'est là, et je continue à parler de poésie, parce que moi, ça me touche énormément, mais c'est tout ce que ça peut dire dans le silence. Le silence en dit beaucoup, et on peut se rencontrer dans le silence. Et c'est beau, Vanessa. Je suis contente de ce que je dis. Voilà, et donc je pense que des premières versions que j'ai vues, ça s'est épuré au fur et à mesure parce que la visée était là, de comment rencontrer, de comment entendre le silence d'un autiste. Oui, il faudrait peut-être distinguer plusieurs sortes de silence. En tout cas, il y en a au moins un qui est essentiel. Au moins 2, disons. C'est le silence de notre énonciation. C'est-à-dire qu'il faut la fermer un petit peu beaucoup, hein, si on prend le minimum. Et puis, c'est Éric Laurent amène ça dans ses derniers livres, il y a une forme de paix, de paix intérieure, de silence intérieur qui est nécessaire. Donc, silence intérieur et extérieur sont nécessaires à l'abord clinique des autismes. Oui, mais ce que je voulais dire dans le silence, c'est la non-parole de l'autiste. C'est pas parce qu'il y a une non-parole qu'il n'y a pas de communication, quoi. Ça peut être le silence, ça peut être... il n'y a pas besoin que ça parle pour que ça communique, quoi. Oui, là je rebondis là-dessus. Il me semble que le film doit se compléter du débat. Je m'explique. Ouais. Parce que vous dites, Clémence, que votre idée
comment donner la parole à ceux qui ne la prennent pas habituellement. Vous faites un film. Fred dit ne pas oublier le sujet autiste derrière l'énigme qu'il incarne. Et vous le montrez très bien dans le film, quand tous ces jeunes s'appareillent d'une certaine façon à leurs objets, le micro, la gourde, le bâton, le battement de main, enfin toutes ces choses-là. Donc, de ce point de vue-là, le film est une vraie réussite. Il y a quelque chose où vous nous invitez dans le pays de l'autisme. Absolument. Je trouve. Et c'est pour ça que je mets bien ce titre, Drôle de pays. Et comme le dit Fred, après tout, peut-être que tous les pays sont drôles, y compris le nôtre. Mais ça, c'est une autre question. Mais alors, il me semble que dans le film, parce qu'on peut aussi, jusqu'à présent, on a dit que des choses positives. Moi, je serais le réalisateur, j'adorerais qu'on me dise des choses, des critiques. Non, non, non. Alors, je ne suis pas le réalisateur, mais je vais me permettre d'en faire une. Il me semble qu'il y a un oubli, voire une éclipse, je rebondis sur la question de la demoiselle qui a posé la question du traitement, parce que nous apprenons grâce au débat qu'il y a tout un travail extrêmement important de l'intervenant, de l'éducateur, du soignant, de la personne présente, que ça ne s'est pas fait tout seul, que ça s'est préparé, que le travail que vous avez pu faire, vous avez mis d'abord des semaines et des semaines à simplement vous mettre dans le parcours de ces quelques jeunes. Ensuite, mettre la caméra dans le parcours de ces quelques jeunes pour qu'ils l'acceptent. Tout cela, ce n'est pas dit dans le film. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose où, quand on voit le film, il y a un petit danger. Je suis sensible à votre mot, parce que je trouve que c'est poétique. Le danger, ce serait d'être un peu happé ou hypnotisé par la beauté de ce pays. Et je me demandais s'il ne faudrait pas tâcher de trouver une façon de faire entendre le travail de ce que le directeur disait être cette grande professionnalisation des gens qui sont là. Voilà. Mais justement, c'est le projet du prochain film, parce que donc voilà, là on était, comment dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'écriture avant. Quelque part, donc pour le désert, évidemment, il n'y avait pas d'écriture avant, parce que je ne savais absolument pas ce qui allait se passer. Et puis c'était 4 jours de tournage. Et puis pareil pour La Porte Ouverte, ça s'est écrit en se faisant. Pour le film et puis la matière faisait que ce sont des courts-métrages, donc on ne peut pas parler de tout. Ce que tu ne feras pas pour le long. Mais pour le long, justement, l'idée c'est de suivre Kevin dans ses... enfin, comme fil rouge, je veux dire, dans ces dernières semaines, justement à l'Institut, avec cette grande question de qu'est-ce qui va devenir ensuite. Tout à fait. Donc, je pense que là, j'ai trouvé quelque chose qui va permettre d'amener toute la difficulté aussi de l'Institut, de ces questions de quelle place pour ces jeunes dans notre société. La remarque de Bruno est tout à fait judicieuse, et c'est pas la première fois. Et donc ça va permettre, tout en suivant le jeune, d'intégrer en fait des questions plus... Des questions de devenir dans la société d'un jeune homme comme Kevin dont personne ne voulait, et on peut postuler que personne ne voudra. Et puis aussi, j'aime bien la remarque de Bruno, du côté plus montrer les intervenants au travail au quotidien. Mais c'est vrai que c'était pas écrit avant le tournage, c'était des camps de vacances, et je répète, l'Institut La Porte Ouverte ne fonctionne pas comme vous venez de le voir dans les 2 films. On n'a pas une antenne dans le désert marocain et une autre dans les forêts luxembourgeoises. On est à Blicky, Leuze en Hainaut, entre Tournai et Ath, dans une institution qui est en grande partie rénovée, et je pense que ton film s'originera du centre de jour dont Axel est responsable, qui permet aussi de rencontrer la créativité à l'intérieur des 5 groupes de vie de l'Institut. Donc tous les jeunes qui vont au centre de jour pourront être un peu dans ton film, j'ai envie de dire, quoi. Qui sera un peu plus écrit aussi. Ouais. Mais la question du travail des intervenants, à chaque fois, je me disais en même temps, il y avait pas la place là, dans ce film-là. Parce que pour moi, c'était une introduction, et c'est-à-dire qu'on a déjà tellement peu de temps pour rentrer dans leur monde, que tout de suite être dans le travail avec les intervenants aussi, c'est... voilà, c'est... Je ne sais pas comment expliquer, mais...
Fabienne? On va devoir terminer. Juste un petit mot, mais Bruno Dalleux a dit un petit peu ce que je voulais dire. Il y a une chose qui me mettait un peu mal à l'aise. Enfin, j'ai essayé de réfléchir ce que c'était exactement. Et je trouve que ce film montre à quel point ces jeunes ne se donnent pas à voir. Je veux dire, il n'y a pas une construction du corps qui est faite pour le regard de l'autre. Et donc, il y a un peu un hiatus entre cette caméra qui les donne à voir au public et ces jeunes qui ne se construisent pas une image qui puisse être vue. Je dis, bon, en insistant un petit peu sur les points qui peuvent mettre mal à l'aise, quand on voit un bavé, l'autre doigt dans le nez, le troisième avec un gros bouton, et à un moment donné, ça peut voiler. En tout cas, moi, c'est la sensation que j'ai eue. Pourtant, je travaille avec des jeunes comme ça, peut-être plus jeunes, mais donc c'est quelque chose c'est un univers que je connais. Et je regardais un petit peu avec un regard de tout public, et je me dis au fond, comment regarder au-delà des boutons ou de la bouche qui coule, et de regarder et d'entendre quelqu'un qui dit quelque chose. Et ça, j'ai trouvé quand même très, très chouette dans le film, quand il y a quelque chose comme ça, d'une invention qui se manifeste, d'une chanson, de ce chant de ce jeune homme africain là, qui est extrêmement harmonieux et qui se fait dans le contact avec l'autre. Donc ces constructions-là, je trouve important de les mettre en avant. Et bon, je suis parfois un peu mal à l'aise par rapport aux choses qui sont effectivement spectaculaires. Quand on entre dans une institution, voilà, quand j'ai mis les pieds pour la première fois dans une institution comme ça, d'abord pendant un mois j'avais la boule au ventre avant d'aller au boulot, c'est parce que je voyais ça. Et j'avais du mal à voir Kevin, Alain ou Fred derrière. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui voit cet univers pour la première fois, enfin je ne sais pas s'il y a des personnes qui n'ont jamais vu ce monde-là, peut-être qu'ils ont eu la même sensation. Mais donc je trouve important effectivement ce que Bruno a dit, ce que vous disiez, de montrer le travail et de montrer justement, suivre un enfant, un jeune, ça va permettre d'aller plus vers le sujet plutôt que d'en faire objet de notre regard, quoi. Voilà.